Aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence sur la polyexposition. En août 2021 est tombée une nouvelle réglementation qui impose de tenir compte de la polyexposition. Mais en fait, qu'est-ce que la polyexposition et comment aborder cette problématique assez complexe? Alors, la polyexposition, c'est quoi? Déjà, on va reprendre les fondamentaux. Il faut commencer en douceur, on a dit, c'est le matin. J'ai repris la définition de l'INRS. C'est l'exposition simultanée ou séquentielle à des nuisances multiples par des voies qui peuvent être diverses, larges. Ces nuisances peuvent être chimiques, biologiques, physiques, du bruit, des vibrations, des rayonnements, ou liées à l'activité physique auquel s'ajoutent des influences de facteurs organisationnels et psychosociaux, et ce, tout au long de la carrière professionnelle. Une fois qu'on a dit ça ne nous a pas beaucoup avancé. Toute cette polyexposition, ça couvre vraiment le cumul de tous les facteurs externes aux personnes, y compris les produits chimiques. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme polyexposition classique et qui sont reconnus? On a les risques psychosociaux et les contraintes physiques. Les contraintes physiques, les horaires atypiques. D'ailleurs, il y a eu une loi pénibilité qui traitait un peu de ces points-là. Le bruit et les contraintes physiques. Chacun sont des facteurs déjà qui impactent les salariés, mais si en plus on les cumule, ça amplifie. Et puis on arrive un peu plus à notre sujet. On a les substances chimiques qui peuvent être combinées avec des contraintes physiques, des substances chimiques qui peuvent être combinées avec des horaires atypiques, avec des substances biologiques aussi, plusieurs produits chimiques entre eux, et avec le bruit. Donc tout ça, ça fait plein de polyexpositions. C'est des sujets, parce que quand on prend qu'un seul risque, malheureusement, on le traite, mais on ne voit pas, ça ne permet pas de vraiment faire de la prévention complète. Donc il faut essayer d'appréhender ces risques ensemble. Je vais vous faire un petit focus, avant d'aller vraiment sur la polyexposition à plusieurs produits, sur les substances chimiques et le bruit. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui est bien traité, même s'il commence à être connu. C'est ce qu'on appelle les produits autotoxiques. Ces produits autotoxiques ont des conséquences sur l'oreille interne, qui peuvent donc toucher l'audition et l'équilibre. C'est des substances qui, quand on a du bruit et une exposition à ces substances, l'effet des substances est amplifié. Ou l'effet du bruit est amplifié, c'est-à-dire que l'oreille est encore plus abîmée. Il y a quelques substances qui sont reconnues là-dessus. Les solvants aromatiques, donc le toluène, on peut croiser encore pas mal dans tout ce qui est peinture, encre, etc. Le xylène et son éthylbenzène. Le styrène. Alors lui, il a vraiment été repéré, puisque même dans la réglementation, il y a une mention bruit, quand on veut faire des mesures d'exposition au styrène. C'est noté attention au bruit. En même temps, mais pour l'instant, on ne sait pas plus que ça, on sait juste qu'il y a un effet amplificateur. Ce styrène, on le croise beaucoup sur la fabrication de matériaux composites, ou les résines polyester qui utilisent ce styrène. On a aussi les métaux qui peuvent avoir un effet et amplifier le risque bruit. Donc le plomb, le mercure, l'arsenic, le cadmium. Bon, ils ont d'autres effets sympathiques, de toute façon. Le manganèse, le triméthylétain, et le germanium et le cobalt. Et enfin, le monoxyde de carbone et l'acide cyanhydrique. Donc monoxyde de carbone, on y est vite confronté, de la soudure, des choses de ce genre. On peut vite avoir du monoxyde de carbone. Si en plus on a du bruit, l'effet est démultiplié. Donc aujourd'hui, comment aborder ce sujet-là? C'est déjà s'alerter et d'en être conscient. Et nous, quand on a des industriels ou des entreprises, de manière générale, qui ont ces produits en même temps que du bruit, on les alerte en leur disant « faites d'autant plus attention à cette exposition ». Mais venons-en. Et donc, oui, un dernier mot sur ces produits autotoxiques, c'est comment les repérer. Normalement, ils devraient avoir une phrase de danger dans leur fiche de données de sécurité, la H372 ou 373, avec la mention oreille, disant que ça touche l'oreille. Malheureusement,
pour avoir bien fouillé, je n'ai pas trouvé cette mention-là pour quelques produits que je vous ai cités, sur lesquels c'est bien, enfin, tout le monde est bien d'accord sur le fait que ce sont des produits ototoxiques, mais ce n'est pas retranscrit vraiment dans la classification des produits. Donc ils sont très difficiles à détecter. Il y a juste ces quelques grandes familles que je vous ai citées qui permettent de les détecter. Mais aujourd'hui, c'est encore assez peu exploré et formalisé. Donc c'est avec l'expérience qu'on découvre, malheureusement. Passons vraiment à la polyexposition à plusieurs produits chimiques. De quoi on parle déjà? Donc en 2017, il y a une étude de fait qui précise que 33% des salariés du secteur privé sont exposés au moins à une substance chimique et 15% à au moins 3 produits chimiques. Donc ok, un produit, il peut avoir un danger, mais le cumul de ces produits, qu'est-ce que ça donne? La problématique, c'est que ce cumul des produits peut avoir plusieurs effets. On peut avoir une addition, s'inhiber les uns les autres, entrer en synergie et faire plus que juste une additivité simple, et une supra-additivité se potentialiser. J'ai pris quelques exemples parce que ces termes assez méchants pour le matin, c'est pas très simple à comprendre. C'est quoi l'additivité? Ça, tout le monde comprend bien. On prend par défaut souvent cette hypothèse-là, c'est-à-dire que j'ai un produit, il a un effet. On sait qu'il y a un seuil à partir duquel il devient dangereux, un autre à partir du seuil auquel il devient dangereux. Si on cumule les deux, on imagine que ça se cumule. Mais il y en a qui s'inhibent les uns les autres. C'est ce qu'on appelle l'infra-additivité ou l'antagonisme. Et ça fait une réponse inférieure. C'est-à-dire que ça neutralise, ils se neutralisent un peu l'un l'autre. L'éthanol et le méthanol, par exemple, a priori, alors je vous ai dit, je ne suis pas toxicologue, donc je me base sur ce qui a été fait. Ils se neutralisent en partie. Après, on a de la supra-additivité, c'est-à-dire que si on avait juste l'exposition à un produit et un autre, et qu'on les sommait, on aurait un effet pas bon. Mais finalement, il y a eu des études de fait, comme avec la méthyléthylcétone, la butanone, et l'hexane, qui s'amplifient l'un l'autre. Ou des métaux et des hydrocarbures. Malheureusement, aujourd'hui, on sent quelque chose. Il y a eu des petites études de fait ponctuellement, mais on ne sait pas complètement le modéliser. Et puis, après, il y a encore une supra-additivité, une synergie, et où là, on a à peine une exposition à l'un des produits, et ça amplifie complètement l'effet du second. La méthyléthylcétone, encore, je vous la cite parce qu'on la croise assez régulièrement, avec des solvants chlorés, où là, ça va se démultiplier. Donc tout ça, c'est très compliqué. Et pour évaluer les interactions entre les substances, il faut faire des études expérimentales ou épidémiologiques qui sont assez rares et spécifiques et qu'il faut faire dans un cadre donné. Et donc aujourd'hui, la seule solution pour essayer d'étudier la polyexposition, c'est un outil qui a été développé par l'INRS et le Québec pour l'évaluer, qui s'appelle MIXI. Qu'est-ce que MIXI ? Donc MIXI, c'est un logiciel qui est en ligne, qui est accessible librement et qui part sur une hypothèse déjà d'additivité simple. Le MIXI ne fonctionne qu'avec des produits qui ont des valeurs limites d'exposition. Oui, parce que si déjà on ne s'est pas mis d'accord sur un niveau à partir duquel le produit commence à être est particulièrement nocif, on ne peut pas y arriver. Et ils ont identifié les effets de ces produits.
avec 111 effets différents, donc un produit qui va aller sur l'irritation cutanée ou un cancer du foie, etc. Et pour voir si plusieurs produits atteignent ces mêmes cibles. Donc il y a cette hypothèse d'additivité et MIXI permet de calculer ce qu'on appelle un indice d'exposition des effets additionnels. En simplifié, on prend un produit et son niveau mesuré, on regarde par rapport à sa valeur limite d'exposition, on dit je suis à 50% de la valeur limite d'exposition, donc je participe pour 0,5. Puis si un autre produit est à 30% de sa valeur limite d'exposition, je participe pour 0,3. Et si on cumule tout ça, sur les organes cibles ou sur les effets cibles, ça va permettre de dire c'est un peu comme si on dépassait, si on passe au-dessus de 100%, un peu comme si on dépassait une VLEP ponctuelle. Donc, MIXI, il y a plusieurs exemples. Par exemple, là, il y a celle de l'imprimerie, d'un salarié qui fait de la maintenance, qui vient avec son solvant de maintenance. Et puis, il est encore confronté à l'encre d'impression qui est encore sur les machines, qui vient nettoyer. Donc, les mesures sont faites. Et on voit que pour chaque produit, il est globalement plus ou moins à 30% de son exposition. Mais ces substances se cumulent sur des effets sur les atteintes oculaires. Et donc, même si on pouvait penser qu'individuellement, à chaque produit, n'était pas trop exposé, de manière raisonnable, même s'il faut toujours faire le moins possible, mais finalement, comme ces produits atteignent les mêmes sources, c'est comme si il avait une exposition au-delà de la valeur limite d'exposition. Donc là, on le voit avec des produits. Alors là, il n'y en a que 3 ou 4. Donc on voit que tous ne se cumulent pas, mais trois substances peuvent se cumuler sur un organe cible ou seulement 2 autres, etc. Donc ça donne des résultats quand même assez complexes. Un autre exemple, encore plus simplifié, juste de la poussière de bois et du xylène, parce que, alors j'ai pris le xylène par facilité, mais un produit de traitement du bois. Ces deux produits, on se dit, c'est bon, je fais ma mesure de poussière, je suis bon, je fais ma mesure sur le produit, je suis bon. Oui, mais en fait, les deux font une atteinte cutanée, font une atteinte des voies respiratoires inférieures et des voies respiratoires supérieures et des atteintes oculaires. Et donc, si on cumule les deux, c'est comme si on dépassait une valeur limite d'exposition. Et donc là, il faut alerter et se dire, il faut réduire l'un et ou l'autre, selon les possibilités techniques, pour pouvoir revenir à des niveaux raisonnables. Donc comment nous, on aborde ça avec les entreprises qui nous demandent de travailler là-dessus? Déjà, on va cibler les produits qui ont des substances avec valeur limite d'exposition. Oui, parce qu'on parle de substances, mais on utilise rarement des substances. On utilise des produits qui contiennent des substances. Donc déjà, il va falloir aller chercher dans les produits qui ont des substances avec VLEP. Et donc, premier point. Ensuite, on va aller identifier les produits qui contiennent plusieurs substances avec VLEP. Je vous donnerai un exemple juste après. Ouais, j'en ai un là, c'est plus simple. Donc, on a déjà plusieurs produits avec une même substance. Le grand classique sur des matériaux composites, on met un gel coat de préparation d'un moule. Il y a un peu de styrène dedans. Et puis après, on applique notre résine où il y a encore du styrène. Donc tout ça, ça va se cumuler. Alors normalement, quand on fait les mesures, on pense bien à prendre toute la phase de travail qui inclut toute l'exposition à ces différents produits avec cette substance. Après, on a les produits qui contiennent plusieurs substances avec des valeurs limites. Les grands classiques, c'est des encres d'impression, de marquage qu'on voit sur tous nos pots de yaourt et même tout objet un peu distribué où on met juste la date. Là. Ces encres, souvent, elles contiennent plusieurs solvants sur lesquels on a des contraintes de VLEP. Donc rien que l'exposition à un produit peut amener à une polyexposition.
Ensuite, on a aussi le cas de plusieurs produits successifs. C'est-à-dire qu'on va un contrôle qualité avec une série d'analyses. On va faire un peu de mesure avec du méthanol, et puis après avec de l'acétone, et puis après avec de l'acétonitrile, parce qu'il y a 4 tests différents à faire. Et donc tout ça va se cumuler. Et puis bien entendu, plusieurs produits en même temps, comme l'exemple de la maintenance dont je vous parlais. Donc déjà, on va faire cette étape d'identification de tous ces cas différents. Et on a fait le choix de ne regarder que ce qui se passe pendant 8 heures, puisque la réglementation travaille sur des valeurs limites d'exposition sur 8 heures. Donc on va déjà voir ce qui se cumule sur 8 heures. Parce qu'on peut cumuler sur l'année entière, mais après, à un moment, on ne va pas y arriver, donc il faut quand même essayer de cibler et de savoir où on va. Donc on va identifier tous les produits qu'on utilise en même temps ou à la suite pendant 8 heures. Et on va créer des sortes de groupes de polyactivité sur lesquels on va évaluer l'exposition des personnes. Sur ces groupes de polyactivité, donc ça va être traiter le produit dans un bain de traitement de surface, puis aller faire l'analyse de contrôle qualité, puis aller faire le rinçage du bain. Donc ces 3 activités individuelles, on va cumuler leurs produits, leurs substances, et on va regarder ce que ça donne pour la personne, tout ce qu'elle a absorbé en fait dans une journée. Et avec Mixi, on va rentrer toutes ces informations pour voir si, en cumulant tout ça, on arrive à un indice d'exposition qui peut être supérieur à 100%, et où là, se dire, il faut vraiment agir sur quelque chose. Nous, on le fait avec Quarks, puisqu'on utilise Quarks pour nos évaluations. Donc, on a des super petits outils qui nous permettent d'utiliser, puisque dans Quarks, en automatique, avec les substances des produits, on peut avoir... J'ai fait quelque chose. On peut avoir les substances avec VLEP. Donc, on fait un tri. Et puis après, on va chercher... on va les cumuler, puis on va aller chercher les activités qu'on a évaluées, qui contiennent toutes ces substances avec une valeur limite, pour aller voir ces activités et puis voir si elles ont lieu en même temps ou dans la même journée, et elles sont faites par les mêmes personnes dans la même journée. Donc une fois qu'on a trié tout ça, ça nous permet d'aller voir où on en est. Et puis, on fait Mixi, on fait tourner Mixi, et puis on essaye de trouver est-ce qu'il y a des substances qui touchent les mêmes organes cibles. Et on peut même faire à blanc, c'est-à-dire que de faire la simulation sans mettre des mesures, parce que les entreprises n'ont pas fait les mesures, et justement dire, écoutez, là, il y a beaucoup de substances qui atteignent les mêmes organes cibles, donc il faut vraiment aller faire des mesures sur ces substances-là, parce que là, il pourrait y avoir du cumul. Et donc, aller faire des mesures, parce que là, il y a un sujet, quoi. Donc voilà la polyexposition et l'utilisation de Mixi, comment nous, on la traite aujourd'hui au sein de Bureau Veritas. Je voulais compléter en vous présentant un autre petit outil qu'on utilise dans les entreprises, parce que la polyexposition, on a fait un super focus sur les produits, les substances entre elles, etc. Mais on se rend compte que finalement, dans l'entreprise, les produits chimiques sont traités par beaucoup de personnes différentes. Et il n'y a pas que le risque... Enfin, les personnes qui voient le risque chimique ne voient pas parfois d'autres aspects qui sont importants sur les produits chimiques. Puisqu'il y a beaucoup de réglementations autour des produits chimiques. Et des enjeux dès l'achat des produits, aussi bien au sein des laboratoires que dans le stockage, dans le classement ICPE, en production avec des contraintes, avec du zonage ATEX éventuellement, avec du packaging, de la commercialisation, de la limitation à l'achat, et puis la gestion des déchets et tout ce qui est transport marchandises dangereuses. Et donc nous, aujourd'hui, on propose aux entreprises de les accompagner
pour essayer d'avoir cette vision macro et pas uniquement se focaliser sur un seul des sujets. Et d'essayer d'avoir cette vision globale, parce qu'on peut être super performant sur la gestion du transport ou sur la gestion de l'évaluation du risque chimique, et puis complètement oublier le reste. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des entreprises qui, évaluation du risque chimique au taquet, on était Polyexpo et tout, mais par contre, ils avaient complètement oublié de faire du zonage ATEX. Ou ils avaient oublié que derrière leurs produits, à un moment, ça pouvait avoir des conséquences sur un classement ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, ou qu'il y avait des déchets qui partaient et qui devaient respecter certaines réglementations de transport. Et il faut que tout ceci se coordonne et ne pas oublier tous ces aspects-là. Donc on conseille d'optimiser tout ça et d'essayer que tout le monde aille dans le même sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Quarks, on peut gérer cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on peut, quand on rentre une FDS, il faut qu'elle serve aussi bien en rentrant la limite inférieure d'explosivité, que ça serve pour le zonage ATEX, qu'on rentre le code ONU pour le transport, que le pourcentage de solvants pour le plan de gestion de solvants, et que la rubrique ICPE que va générer le produit, et voir tout ce cumul-là. Donc, ce qui est important, c'est de faire une analyse de situation. Donc, nous, on fait un petit diagnostic. Et puis après, de cibler, de voir où il peut y avoir des défauts et des sujets qu'on a oubliés. Et pour pouvoir avancer et progresser. Et c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur ces différents sujets. Et puis, de toute façon, ça ne veut plus avancer. Des questions peut-être sur toute cette problématique? J'espère que j'étais assez claire. J'ai essayé de simplifier au maximum la Polyexpo et la gestion des produits chimiques en général. Oui, parce que en fait, vous arrivez dans une phase où réglementairement, en fait, les industriels vont rester essentiellement sur la réglementation qui dit de faire l'évaluation du risque, les VLEP, etc. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'entends parler de polyexposition. Donc du coup, j'ai du mal à voir à quel moment un industriel va se poser la question de ce type de polyexposition. C'est avec la loi de 2021 où c'est rentré. Alors pourquoi où ils ont vraiment introduit dans le Code du travail cette obligation de traiter les expositions successives et simultanées. Donc ça a été introduit et c'est assez. Il faut y passer. Donc tout le monde saute la ligne quand ils veulent faire leur évaluation du risque chimique. Mais nous, on s'est dit, il faut quand même qu'on donne une réponse à ce sujet-là, quoi. Donc le successif, déjà, nous, on a considéré que c'était qu'une journée. Mais foncièrement, la réglementation dit on peut cumuler sur l'année entière. Hein. Mes collègues qui font des mesures d'exposition proposent déjà de calculer l'indice d'exposition de tous les produits d'un groupe d'exposition homogène. Mais ça peut être excessif. Merci beaucoup pour cet exposé. Et juste, alors, j'avais deux questions, mais qui en font qu'une. En fait, c'est comment on peut plus facilement aider au repérage. Alors, première partie, donc, est-ce que toutes les substances, par exemple autotoxiques, ont une VLEP qui indique la mention bruit, parce qu'on le connaît pour le styrène, mais est-ce qu'elles l'ont toutes pour faire du repérage? Parce que vous avez dit qu'on ne pouvait pas se baser forcément sur la H372 avec la mention bruit. Et ça, voilà. Donc ça pourrait être une aide au repérage d'avoir une valeur limite claire pour toutes les substances, à défaut que les fabricants puissent l'indiquer. Et puis après, est-ce qu'il existe des listes de substances avec un effet supra-additif ou additif? Non, aujourd'hui, nous, il n'y a que le styrène qui, dans la réglementation, a cette mention bruit. Donc, pourtant, le xylène a une valeur limite d'exposition, mais cette mention bruit n'est pas donnée. Des études montrent cependant qu'il y a ce risque autotoxique. Et concernant la liste
des produits, et des produits qui se cumulent ou qui s'annihilent. Aujourd'hui, c'est du cas par cas. C'est des entreprises qui ont fait des études dans des cas particuliers, donc qui ont voulu aller plus loin et qui ont fait des études un peu poussées, mais c'est sur leur cas, et où là, on a un résultat et on se dit, ah ben ouais, voilà, ces deux produits-là, ils ont cumulé ou ils sont annihilés, mais il n'y a pas de liste globale sur le sujet. Donc c'est pour ça qu'on part sur l'additivité par défaut. Très bien. Donc c'est bien dans la loi, mais dans le code du travail, il n'y a pas les outils qui permettent... Il n'y a pas les outils. Les outils manquent aujourd'hui. Alors l'INRS, parce qu'on a sollicité l'INRS, nous a dit qu'il devait sortir une méthodologie, en plus de Mixi. On l'attend. Elle devait sortir à l'automne dernier. Donc on attend avec impatience quelque chose. On espère qu'ils vont nous proposer quelque chose, mais aujourd'hui, on n'a rien d'autre. Donc on fait au mieux. Oui, je voulais dire que ce truc, c'est quand même une usine à gaz d'évaluation qui complique de manière majeure l'approche. Je trouve qu'il faut rester pragmatique et surtout s'attacher à faire de la prévention. En l'occurrence, sur des pôles d'exposition dont on sait, notamment les autotoxiques dont on a parlé, où c'est relativement bien identifié, styrène, bruit, toluène, bruit. Voilà, faut s'attacher à réduire d'un côté comme de l'autre le niveau. Donc on est toujours sur les mêmes mesures de prévention, réduire techniquement aussi bas que possible compte tenu des connaissances, donc travailler sur la substitution, la réduction des dangers par la réduction du styrène, par exemple dans les mastiques carrosseries. Les carrossiers sont particulièrement exposés à la fois au styrène, au toluène et au bruit, et je pense que c'est surtout ça qu'il faut viser au-delà de se perdre dans des outils qui malheureusement sont des outils réglementaires. Mais voilà, c'était juste pour le message de bon sens et s'attacher à faire de la prévention, réduire d'un côté l'exposition au bruit par la réduction à la source, réduction par la protection individuelle, substitution sur le toluène, réduction des concentrations de styrène dans les mastiques. Je pense qu'il faut avoir une démarche pragmatique et pas oublier les aspects prévention dans tout ça. Merci pour cette remarque. Et je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, beaucoup d'entreprises ont besoin d'un aspect réglementaire et factuel pour agir. Et même si le bon sens nous amène à dire là, il y a un sujet, on essaye d'avoir des outils pour prouver qu'il faut vraiment travailler dessus et amener des directions à travailler sur ces sujets-là. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir une méthodologie. Mais je suis d'accord, il faut d'abord commencer par le bon sens. Excusez-moi. Est-ce que vous avez des sujets notamment concernant des clients, c'est la même question mais plutôt orienté pharmaco, labo de recherche? Oui, alors là un peu Parce plus. Parce que là pour le coup le sujet il est. Labo de recherche. On est confronté à ce sujet-là, mais en labo de recherche, si on est sur des substances plus complexes, on va arriver sur des substances qui n'ont pas de valeur limite d'exposition. Et donc là, on va être, même si par exemple on est sur des substances qui manifestement ne sont pas très, très bonnes, on ne va pas avoir de moyens de mesurer une exposition, donc c'est un peu complexe. En recherche, après, ça va être les solvants quotidiens. Là, il faudra se limiter. On n'est pas allé très loin sur des entreprises comme ça, mais déjà faire l'évaluation du risque simple chez eux est déjà assez complexe. Ouais. D'accord. Merci à tous et bonne fin de journée de conférence.